30 août 1942. Une formation de F-4F Wildcat et de P-400 Era Cobra américains patrouille au-dessus de Guadalcanal. Leur mission, stopper les bombardiers et les chasseurs japonais qui menacent la tête de pont américaine. Le chef d'escadrille est le capitaine John Smith. Les P-400, qui ne sont pas équipés de masques à oxygène, volent en palier à 12 000 pieds. Mais Smith et ses Wildcats, plus rapides et moins vulnérables, prennent de l'altitude. John Smith scrute le ciel. Aucun appareil ennemi n'est encore en vue. Soudain, il reçoit un appel radio. Un des P-400 prévient le capitaine que des chasseurs ennemis sont à l'approche. Ce sont des zéros japonais. Plus d'une vingtaine de zéros font irruption derrière les Era Cobra. Les P-400 sont ici. Les zéros ici. Ils attaquent les P-400 par derrière. John Smith et les Wildcats sont ici, 3000 pieds au-dessus, hors du champ de vision des Japonais. Ils n'utilisaient pas vraiment les P-400 comme des appâts, mais ils savaient que ces appareils seraient pris en chasse par l'ennemi et qu'ils pourraient alors en profiter pour abattre les zéros. Les Américains descendent en piqué pour secourir les P-400. Le capitaine Smith rattrape un avion ennemi et ajuste son tir. Ils avaient découvert que sur les zéros, il fallait viser juste sous la verrière, à l'emplanture de l'aile. C'est là que se trouvait le réservoir de carburant. S'ils réussissaient à atteindre cette cible, l'appareil prenait feu. Il arrivait même qu'il perde son aile. Profitant d'un virage à gauche du zéro, Smith ouvre le feu. C'est sa 6e victoire au combat, mais il n'a guère le temps de la savourer. Le ciel reste infesté de zéros, et Smith et ses hommes s'apprêtent à vivre 6 mois de combats aériens légendaires. Dès 1942, ils vont lutter pour défendre une base stratégique. Guadalcanal, un bout de terre au milieu du Pacifique. 3 mois plus tôt, au cours d'un vol de reconnaissance, les Alliés ont découvert que les Japonais construisaient un aérodrome sur Guadalcanal, une île de 150 km de long au sud de l'archipel des îles Salomon. S'ils s'emparent de Guadalcanal, les Japonais pourront couper la voie de ravitaillement entre les États-Unis et le Pacifique Sud. Il leur serait alors possible d'envahir l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les Alliés doivent réagir. Pour les deux camps, le contrôle de ce terrain d'aviation conditionnait en grande partie les chances de victoire dans toute la zone. 7 août 1942. Les États-Unis lancent leur première offensive amphibie de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 11 000 marines débarquent à Guadalcanal. Les troupes progressent rapidement. Le lendemain, les Américains s'emparent de l'aérodrome et le rebaptisent Henderson Field. Les Japonais reviennent à Guadalcanal avec des milliers d'hommes en renfort et ils attaquent sans relâche les positions américaines afin de reprendre le contrôle de l'île. Les marines repoussent les offensives tout en essayant de terminer au plus vite le terrain d'aviation. Le matériel ennemi est réquisitionné afin de rendre la piste praticable. On répare les dégâts causés par les bombardements et on pose à la hâte des plaques d'acier perforées. En 2 semaines, les travaux sont achevés. 19 chasseurs F-4F Wildcat et 12 bombardiers SBD Dauntless atterrissent sur la piste. Si les Américains ont pu garder le contrôle de l'île, c'est parce qu'ils ont fait venir des avions à Henderson Field afin d'assurer la protection des navires qui ravitaillaient les soldats basés à Guadalcanal. Pour les Alliés, le nom de code de Guadalcanal est Cactus. Les forces aériennes d'Henderson Field deviennent donc la Cactus Air Force. Au départ, elle ne compte que 43 pilotes et du personnel au sol. Très vite, ces hommes se rendent compte que l'ennemi n'est pas le seul à leur mener la vie dure.
Cette fichue île était envahie par les mouches. On pataugeait dans la boue et dans le sang. Même marcher le long des plages était dangereux car il restait beaucoup de munitions qui n'avaient pas explosé. Les campements sont installés dans la boue. Un trou creusé dans le sol fait office de latrine. Et en guise de baignoire, les hommes n'ont que la rivière Lunga infestée de crocodiles et de sangsues. Les pilotes de la Cactus Air Force sont peu nombreux et manquent de ravitaillement. Leurs Wildcat sont moins maniables que les Zero japonais. Ils ont pourtant un atout majeur. Ils sont emmenés par John Smith, un jeune chef d'escadrille de 27 ans. C'est un combattant acharné et un tacticien hors pair. Il avait une devise qu'il répétait à qui voulait l'entendre. Il faut repérer la faiblesse de l'ennemi et y opposer sa force. C'était vrai à l'époque et ça l'est encore aujourd'hui. 30 août 1942. Le capitaine John Smith et ses hommes sont chargés de protéger Guadalcanal contre une attaque de bombardiers et de chasseurs. En 8 jours, Smith a déjà remporté 5 combats, ce qui fait de lui un as. Et il vient d'ajouter une nouvelle victoire à son tableau de chasse. Soudain, il aperçoit un autre avion ennemi qui émerge des nuages. Le Zero est ici, John Smith est ici au-dessus. Il compte utiliser la vitesse en piqué de son appareil pour se placer derrière le japonais. Il fait un demi-tonneau et plonge, ce qui crée une force d'accélération positive. Si on met l'avion sur le dos et qu'on tire sur le manche, on crée une force G positive qui nous plaque contre le siège. On peut ainsi augmenter les G et faire descendre l'appareil en piqué plus rapidement. La manœuvre fonctionne. Smith redresse son appareil. Il se stabilise derrière l'avion ennemi. Et ouvre le feu. En 4 secondes, les 6 mitrailleuses de calibre 50 libèrent une rafale de 200 munitions. Les balles incendiaires remplies de phosphore blanc enflamment le réservoir du japonais. C'est la deuxième victime de Smith. Mais bientôt, le prédateur va devenir une proie. Un Zero arrive droit devant lui. Survolant la jungle de Guadalcanal, les deux avions se rapprochent l'un de l'autre à plus de 1000 km/h. Lorsque deux adversaires s'élancent l'un vers l'autre, aucun d'eux ne veut dévier, car le premier qui cède devient vulnérable. Pour pouvoir viser et tirer sur l'ennemi, le face-à-face est obligatoire. Le Zero ouvre le feu avec son canon de 20 mm. Smith riposte avec ses mitrailleuses de calibre 50. L'issue est incertaine jusqu'au dernier moment. Qui va tirer le premier? Qui va se faire descendre? Les deux appareils sont touchés, mais celui de Smith a un blindage plus épais et il résiste mieux au tir. La puissance de feu dévastatrice des avions de la Navy a eu raison de l'appareil ennemi qui a finalement explosé. Tout de suite après, Smith a piqué et il s'est enfui en passant sous les débris. Le Zero a commis une erreur fatale. Il a accepté le face-à-face avec plus fort que lui. Construit par Grumman, le premier Wildcat est mis en service en 1937. C'est un avion robuste équipé d'un cockpit renforcé et d'un réservoir auto-obturant. Celui-ci est enduit d'une couche de caoutchouc qui se dilate et obture les éventuelles perforations. Le Wildcat doit affronter le plus célèbre des chasseurs japonais, le redoutable A6M30. Cet appareil léger vire et grimpe plus rapidement que le Wildcat, avantage qui se révèle décisif dans les combats. Mais la fragilité de sa structure et l'absence de réservoir auto-obturant le condamnent face à l'appareil américain.
Dans un combat en face à face, la différence entre un Wildcat et un Zero est la même que celle entre une hache et une épée. Les deux sont efficaces, mais elles n'ont pas vraiment le même usage. Le Zero est plus rapide et plus maniable, et il grimpe plus rapidement que le Wildcat, qui lui est plus solide, mieux armé et pique plus vite. Généralement, les pilotes de Wildcat évitaient d'affronter les Zéros en combat tournoyant. Avec ses 6 mitrailleuses de calibre 50, sa structure épaisse et son blindage autour du capot moteur, le Wildcat convenait mieux aux attaques frontales. Il permettait de foncer sur le Zéro. La bataille aérienne du 30 août voit la victoire retentissante de Smith et de ses hommes. Ils abattent 14 des 22 appareils ennemis. Les bombardiers nippons que les Zéros escortaient se replient avant d'avoir atteint Guadalcanal. Pensant le combat terminé, Smith met le cap sur Henderson Field. Mais 2 autres Zéros arrivent droit devant lui. 30 août 1942. La bataille de Guadalcanal dure depuis 3 semaines. L'aviation nippone a lancé une offensive. John Smith vient d'abattre 3 appareils ennemis. Le capitaine Smith rentre à la base, pensant que sa mission est terminée. Et soudain, il aperçoit 2 Zéros qui viennent de mitrailler Henderson Field en rase-motte. Alors sans hésiter, il fait demi-tour et prend en chasse les 2 avions ennemis. Une fois de plus, il est seul contre 2. Mais il est en altitude et l'ennemi ne l'a pas encore repéré. Les Zéros sont ici et Smith est ici, 800 pieds au-dessus. Il espère qu'un virage en piqué lui permettra de se placer derrière les Japonais avant qu'ils n'aient le temps de réagir. Smith effectue un demi-tonneau et plonge vers l'ennemi. Il se stabilise derrière un des 2 appareils, un peu en dessous, et se retrouve en position parfaite pour tirer. Le Zéro change brusquement de cap et vire à gauche. Mais Smith a anticipé la manœuvre. Il reste dans son sillage et ouvre le feu. Le pilote japonais ralentit et vire à droite, espérant obliger son assaillant à le dépasser. Smith réduit les gaz et reste derrière. Le Zéro se retrouve dans le viseur du pilote américain. Smith ouvre le feu et abat son 4e avion de la journée. Cette victoire du capitaine Smith est une source d'inspiration pour ses hommes. Il montrait toujours l'exemple. Il était le premier à prendre en chasse une formation ennemie. Et ses hommes le suivaient jusqu'aux portes de l'enfer, car ils savaient que Smith était prêt à risquer sa vie à chaque fois. Dans cette guerre qui s'éternise, Smith et la Cactus Air Force viennent de porter un sérieux coup à l'ennemi. Les pilotes américains ne peuvent voler que de jour. En effet, ils ne disposent pas des radars nécessaires au combat de nuit. La marine japonaise, elle, pratique ce genre de combat depuis les années 30 grâce à des instruments optiques et des télémètres. Les équipages sont entraînés à travailler dans l'obscurité. Durant la campagne de Guadalcanal, le contrôle des eaux du Pacifique passait d'un camp à l'autre toutes les 12 heures. Les Américains régnaient le jour grâce aux forces aériennes d'Henderson Field. Mais dès que le soleil se couchait, les Japonais reprenaient l'avantage. Dès la nuit tombée, la marine japonaise prend le contrôle de la rainure, un détroit reliant Guadalcanal à Rabaul, la base aéronavale ennemie. Les navires de ravitaillement nippons l'empruntent avec une telle régularité que les marines surnomment les convois le Tokyo Express.
Depuis septembre, un mois après le début de la campagne, les Japonais ont débarqué plus de 20 000 hommes sur Guadalcanal. Et ils déploient leurs troupes contre les 23 000 soldats américains basés là-bas. Lentement, les forces alliées progressent sur l'île montagneuse. Mais les Japonais lancent des contre-attaques de grande envergure, soutenus par des bombardements aériens et navals. Ils sont venus en août, en septembre, en octobre, en novembre, et à chaque fois, les attaques étaient plus violentes et plus désespérées. Ils voulaient infliger aux États-Unis une défaite décisive. Les assauts terrestres des Japonais ne parviennent pas à stopper la Cactus Air Force. En revanche, les combats aériens incessants et les maladies endémiques font des ravages parmi les pilotes. Il fallait entretenir sans cesse l'aérodrome pour qu'il soit praticable et repousser constamment des attaques. Il y avait des épidémies de paludisme et le climat de la jungle était dévastateur pour les avions et le matériel. Les vieux briscards tels que John Smith sont remplacés. Mais avant de quitter Guadalcanal, ce dernier reçoit la médaille d'honneur pour avoir abattu 19 avions ennemis. Bien souvent, les nouveaux membres de la Cactus Air Force sont des novices. C'est le cas du sous-lieutenant Jefferson DeBlanc. Ce Cajun de 21 ans, originaire de Lockport en Louisiane, se lance dans les combats peu après son premier vol à bord d'un Wildcat. J'avais volé moins de 10 heures dans l'appareil qui allait me servir à combattre les Japonais. 31 janvier 1943. 6 mois après le début de la bataille de Guadalcanal, Jeff DeBlanc va avoir droit à une formation accélérée. Il va se retrouver plongé au cœur d'un des plus célèbres combats aériens de la campagne. DeBlanc dirige une escadrille de 8 chasseurs Wildcat escortant 12 bombardiers Dauntless. Le Douglas SBD Dauntless est le principal bombardier embarqué de la Navy. Le plan consiste à attaquer les navires de ravitaillement nippons qui se dirigent vers Guadalcanal. L'escadrille espère intercepter le convoi à plus de 400 km d'Henderson Field. Ils voulaient que l'attaque ait lieu le plus loin possible de l'île. Comme ça, si la mission échouait, ça leur laissait la possibilité de revenir à la base, de se ravitailler en carburant et en munitions, de repartir et de tenter une nouvelle offensive. Le climat humide et les rafistolages improvisés ont fragilisé certains Wildcats. 2 pilotes avertissent DeBlanc par radio qu'ils ont des problèmes et qu'ils rentrent à la base. Mais celui-ci proteste. J'ai répondu, écoutez, on a besoin des mitrailleuses au complet pour pouvoir protéger les bombardiers. Sinon, nos gars vont subir de lourdes pertes. Malgré une fuite dans son réservoir, DeBlanc est déterminé à poursuivre sa mission de protection. Mais il sait qu'il n'aura pas de quoi rentrer à la base. Je leur ai dit, vous allez faire quelque chose pour moi. Comme je ne pourrai pas revenir, dites à quelqu'un de me guetter. Je serai quelque part en mer, sur un radeau pneumatique. Les requins seront là aussi, alors ne m'oubliez pas. Voilà ce que j'ai dit. À l'approche de la zone, les bombardiers américains descendent à basse altitude à la recherche de leur cible. Soudain, 2 hydravions japonais Pitt surgissent et plongent en direction des bombardiers, plus lents et plus vulnérables. Les voyant fondre sur les Dauntless, DeBlanc amorce un virage à gauche. Suivi par le sergent Jim Felliton, il plonge pour contrer l'attaque. DeBlanc pousse les gaz pour rattraper les hydravions ennemis. Soudain, un des mitrailleurs japonais ouvre le feu et une rafale de balles traçantes jaillit dans sa direction. En ce 31 janvier 1943, 6 mois après le début de la campagne de Guadalcanal, le sous-lieutenant Jefferson DeBlanc protège les bombardiers partis en mission contre un convoi de ravitaillement nippon. À présent, il descend en piqué pour secourir les bombardiers menacés par 2 Pitt japonais.
Soudain, un des mitrailleurs ennemis ouvre le feu. Dans un hydravion, le mitrailleur est toujours un très bon tireur. Quand on affronte ce genre d'appareil, il ne faut pas essayer de se stabiliser à son niveau pour tirer, car le mitrailleur vous descendra avant. Bien que ce soit un biplan, le Mitsubishi F1 M-Pit se révèle redoutable en combat. Son rayon de virage est excellent et il est armé de 2 mitrailleuses de capot et d'une 3e de 7.7 à l'arrière. Les balles traçantes frôlent la verrière de Deblanc. Il oscille de gauche à droite afin d'éviter les tirs du mitrailleur japonais. Il actionne le palonnier et les ailerons pour se balancer d'un côté puis de l'autre, afin de ne pas rester dans le viseur de l'ennemi. Deblanc se place derrière le pit et ouvre le feu. Une rafale de son calibre 50 vient à bout du premier hydravion. Poussant les 1200 chevaux de son moteur, Deblanc rejoint rapidement le second pit. Ses balles traçantes transpercent le réservoir. Je l'ai atteint en plein milieu et l'appareil a pris feu. Il a explosé. Deblanc reprend de l'altitude pour rejoindre le reste de l'escorte. Il aperçoit un essaim de chasseurs devant lui. Ce sont des Oscars japonais. Le Nakajima Kei-43 Oscar est un chasseur de l'armée de l'air nippone. Aussi rapide que le Wildcat, il est beaucoup plus maniable. Mais le chasseur américain est plus résistant et mieux armé. 6 mitrailleuses contre 2 seulement pour l'Oscar. Lancés à pleine vitesse, les Oscars se préparent à attaquer les bombardiers. Concentrés sur leur cible, ils ne repèrent pas Deblanc. Dans un combat, on focalise son attention sur la cible. On perd sa vision périphérique et on est moins vigilant sur ce qui se passe autour. Deblanc est ici. Les Oscars sont ici, fonçant au-dessus de lui. L'Américain vire sous la formation ennemie. Il pousse son moteur à fond, se stabilise et tire sur l'avion de tête. Touché, l'Oscar prend feu mais parvient à s'échapper. L'ailier de la formation monte en spirale pour comprendre la situation. Deblanc le prend en chasse. L'Oscar est dans son viseur. C'est la 3e victoire de la journée pour l'Américain. Bien qu'à court de carburant, Deblanc décide de rester pour protéger les Dauntless. J'avais pour mission d'escorter les bombardiers. Je ne suis pas un héros. Je sais qu'on doit vivre avec sa conscience. Et si je n'étais pas resté, j'aurais manqué à mon devoir. Soudain, il se rend compte que les autres Oscars ont interrompu leur attaque contre les bombardiers et qu'ils se rapprochent. Les appareils ennemis s'abattent sur Deblanc et Felton. Rapidement débordés, les 2 pilotes optent instinctivement pour une manœuvre de défense classique appelée Satch Weave. C'est une tactique simple mais efficace conçue pendant la guerre par les commandants Jimmy Satch et James Flatley. Elle consiste à faire voler 2 avions en ciseaux. Lorsque l'ennemi prend en chasse l'un d'entre eux, les pilotes se rejoignent. Le poursuivant devient rapidement la cible du 2e avion. En volant de cette façon, en croisant les trajectoires, on oblige l'adversaire à choisir un des chasseurs. Et une fois qu'il l'a choisi, il devient une cible pour le 2e équipier. Pour Deblanc et Felton, la tactique fonctionne. Les Oscars n'ont pas d'autre choix que de s'exposer au tir de l'un des Wildcats.
Mais Felton vire trop large et se retrouve dans le viseur d'un des Japonais. Une rafale fuse dans sa direction. Touché, il met son appareil hors de portée de l'ennemi et s'éjecte. Privé de son équipier, DeBlanc est pris en chasse par un Oscar. Il tente de distancier l'ennemi, mais celui-ci reste dans ses 6 heures. Jim Seacrest, qui jusqu'à présent était resté avec les bombardiers, vient au secours de son coéquipier. DeBlanc est ici, Seacrest est ici, arrivant face à lui. Il va passer juste au-dessus de DeBlanc afin d'atteindre l'avion ennemi. En passant, il manque d'accrocher la queue du Wildcat, mais l'opération réussit et l'Oscar s'éloigne. Quand DeBlanc lève les yeux, Seacrest et le Japonais ont disparu. Je me suis dit, ça suffit, je rentre. Je ne sais pas pourquoi je reste, je vais finir par me faire tuer. J'ai fait demi-tour et j'ai poussé les gaz. Je m'en fichais d'utiliser le peu de carburant qui me restait. La nuit tombe vite. Et DeBlanc est bientôt à court de carburant. Il monte en direction des bombardiers qui rentrent à la base après avoir infligé de sérieux dommages aux Japonais. Mais avant qu'il ait pu les rejoindre, il repère 2 Oscars se rapprochant rapidement derrière lui. Au-dessus des eaux qui bordent Guadalcanal, Jefferson DeBlanc est en mauvaise posture. 2 chasseurs nippons ont surgi au-dessus de lui dans ces 3 heures. Même s'il manque de carburant, DeBlanc sait qu'il doit les défier afin de les éloigner des bombardiers américains. Il entame un virage montant sur la droite et choisit la meilleure tactique pour son Wildcat, l'attaque frontale. Je montais vers eux, tandis qu'ils descendaient doucement. Quand ils m'ont aperçu, ils ont piqué vers moi, et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert le feu. J'ai mis en plein dans le mille, et l'avion a explosé. Les débris de l'appareil en flammes aveuglent DeBlanc. Son moteur s'est disloqué, projetant des morceaux de ferraille tournant dans tous les sens. C'était incroyable. Je n'avais encore jamais vu ça. J'ai traversé un nuage de débris devant moi. Il fusait de partout, cognant l'hélice et les ailes de mon avion. J'étais un peu sonné, mais j'ai gardé le contrôle de l'appareil. Quand DeBlanc retrouve ses esprits, il voit le 2e Oscar descendre en flèche derrière lui. Le pilote me regardait d'un air de dire « Tu es un homme mort, je vais te descendre ». On a piqué tous les deux en direction de la mer. Je savais qu'avec mon Grumman, il n'y avait qu'une issue possible. Je ne pouvais pas voler en ligne droite, sinon il m'aurait débordé. Si j'étais remonté, il m'aurait attaqué de côté. Si on cabre trop un appareil, on décroche et on se fait descendre. Donc, la seule solution qui me restait, c'était la feinte. DeBlanc exécute un dérapage aérien. Il freine brusquement pour obliger l'ennemi à le déborder. Quand j'ai dérapé, il arrivait trop vite. J'ai redressé et on s'est retrouvés aile contre aile. Le pilote japonais tente d'imiter DeBlanc afin de rester derrière lui. Il s'est mis à chasser pour ralentir, mais ça n'a pas marché. On s'est regardé. Aujourd'hui encore, je me souviens de son visage. Vous me prenez sans doute pour un fou, mais tant qu'on n'a pas vécu ce que j'ai vécu, on ne peut pas comprendre.
L'Oscar passe devant son viseur. Une simple rafale suffit à l'abattre. Pour De Blanc, c'est la 5e victoire de la journée. Il est devenu un as en une après-midi. Mais il n'a pas le temps de se réjouir. Il jette un œil aux instruments de bord et regarde sa montre. Au moment où j'ai levé le poignet, une balle de 7,7 est venue frapper le bracelet de ma montre qui s'est décroché. Là, j'ai eu peur. De Blanc est dans la ligne de tir d'un Japonais. Le moteur, l'hélice et le cockpit sont touchés. Il ne doit son salut qu'au blindage de son Wildcat. Les balles frôlaient le moteur et atteignaient l'hélice, ce qui ne l'arrangeait pas, bien sûr. Finalement, le moteur a été touché et il s'est enflammé. J'ai compris qu'il était temps de m'éjecter. Une fois dans l'eau, De Blanc nage jusqu'à une île tenue par l'ennemi. Des autochtones le recueillent et le cèdent à une tribu amie en échange d'un sac de riz. La plupart des gens sont incapables de dire combien ils valent précisément. Moi, je sais exactement ce que je vaux. Un sac de 5 kilos de riz. Le sous-lieutenant De Blanc est une figure exceptionnelle de l'aéronautique navale. Il a survécu, il a pu raconter son histoire et il a reçu une médaille d'honneur bien méritée. Au mois de février 1943, grâce à la Cactus Air Force, l'aviation de guerre nippone se retrouve considérablement affaiblie. Les pertes sont trop lourdes et le Japon renonce à récupérer Guadalcanal. Officiellement, la campagne de Guadalcanal a duré 6 mois, d'août 1942 à février 1943, date à laquelle Tokyo a décidé de retirer ses troupes. Plus de 11 000 soldats nippons sont évacués en hâte. 20 000 Japonais sont tombés au combat ou sont morts de maladie et de faim. Côté américain, 6 000 soldats ont été tués ou blessés. C'est une victoire essentielle. Guadalcanal devient une base d'appui pour la progression des Alliés dans le Pacifique. Mais le 7 avril 1943, les Japonais font une dernière tentative désespérée. Ils décident d'attaquer les convois américains qui ravitaillent Guadalcanal et les forces alliées. Avec l'appui de 4 porte-avions et de leur base située au nord des îles Salomon, ils lancent une attaque aérienne massive. Leur force de frappe compte plus de 200 appareils. Près de Guadalcanal, 4 Wildcats emmenés par le lieutenant James Sweat effectuent une patrouille de routine au-dessus des convois américains. On patrouillait tranquillement quand soudain Smiley Burnett de la 214e s'est écrié « Ils arrivent par millions ». On a levé les yeux et on s'est dit « Bon sang, ils sont vraiment des millions ». On aurait dit un essaim de moustiques. Et là, on a réalisé qu'on était 4 contre 75 ou 80 bombardiers japonais et environ 150 chasseurs zéro. La formation nippone est ici. Sweat et ses équipiers sont plus bas à une dizaine de kilomètres. L'ennemi n'a pas encore repéré les Wildcats. Sweat monte en direction des bombardiers Val. Inspiré du Stuka allemand, le bombardier Aichi D3A de Val est un élément essentiel de la flotte de porte-avions japonais. Il est armé de 3 mitrailleuses de 7,7. Cet avion de bombardement en piqué est conçu pour plonger depuis une altitude de 15 000 pieds. Il atteint alors plus de 400 km/h, largue ses bombes en rase-motte et regagne sa base. Pressé de remporter sa première victoire, Sweat s'éloigne de ses équipiers et cherche une cible. Trois Val partent en piqué pour bombarder les navires américains.
Sweat les suit. Soudain, une de leurs mitrailleuses arrière libère une rafale dans sa direction. En ce 7 avril 1943, le Japon lance un dernier assaut aérien pour venger l'humiliation subie à Guadalcanal. Le lieutenant James Sweat prend en chasse 3 bombardiers Val partis attaquer un convoi de ravitaillement allié. Soudain, un des mitrailleurs ouvre le feu sur lui. Mais une rafale venant du Wildcat enflamme les conduites de carburant du bombardier japonais. C'est la première victoire de Sweat. J'en ai visé un, j'ai tiré, il a pris feu instantanément. Sweat se rapproche du deuxième Val. Il crible de balles l'aile droite du bombardier nippon. Une deuxième rafale déchire le fuselage. C'est sa deuxième victoire en 2 minutes. Presque immédiatement, Sweat est pris sous le feu du troisième bombardier. Les balles de 7-7 fusent autour de lui. Mais une fois de plus, l'Américain atteint le réservoir de l'appareil ennemi. Soudain, une violente explosion ébranle son avion. Un tir anti-aérien des Alliés vient de transpercer son aile gauche. Sweat parvient à maintenir son appareil. Premièrement, j'avais peur. Deuxièmement, j'étais terrorisé. Et pour finir, j'étais prêt à sauter de ce fichu engin. Vous n'imaginez pas dans quel état j'étais. Sweat reprend de l'altitude, déterminé à rentrer à la base. Mais soudain, une formation de Val apparaît devant lui. Ils ont largué leurs bombes et retournent au bercail. Malgré son aile endommagée, le lieutenant rattrape les bombardiers. Il s'aligne et ouvre le feu. C'est sa 4e victoire. J'étais derrière et légèrement en dessous, hors de portée du mitrailleur. Au moment de tirer, j'ai levé un peu le nez de mon avion et j'ai envoyé une rafale. C'est fou comme il a pris feu rapidement. La discipline inflexible des aviateurs nippons leur impose de rester en formation et de ne pas changer de cap. Je les ai descendus tour à tour. J'étais derrière eux, comme ceci. Et il ne m'a fallu que 2 ou 3 rafales à chaque fois. Ça leur causait des dégâts incroyables. Et ils prenaient feu en un rien de temps. Une 5e cible se retrouve dans le viseur de Sweat. Le mitrailleur parvient à sauter, juste avant que son appareil ne pique vers l'océan. Au cours de sa première mission, ce jeune lieutenant inexpérimenté est devenu un as en moins de 15 minutes. Les bombardiers qui ont échappé à Sweat restent en formation. Stupéfait par sa chance, le pilote se place derrière un 6e bombardier et l'abat d'une courte rafale. Tel un lion traquant des proies affolées, Sweat continue d'évoluer parmi le peloton et se met dans l'axe d'une nouvelle cible. Une traînée de fumée accompagne sa 7e victoire. Plus du tout effrayé, le pilote commence à se sentir invincible. On peut dire que j'étais trop sûr de moi. Alors qu'il repère sa 8e cible, Sweat fait preuve d'imprudence. Je me suis retrouvé en plein dans l'axe du mitrailleur arrière et il a ouvert le feu. Il a touché ma verrière et les balles ont fusé autour de moi. Blessé par les éclats de verre, Sweat parvient malgré tout à abattre le bombardier presque à bout portant.
Aujourd'hui encore, je revois ses yeux, la terreur dans son regard au moment où il me tirait dessus. Quand j'ai riposté, je l'ai vu s'effondrer dans le cockpit. C'était traumatisant. À court de munitions et avec son avion endommagé, Sweat sait qu'il risque d'être la prochaine victime. Mon radiateur d'huile était touché et mon moteur a donné des signes de faiblesse, car la pression de l'huile est tombée d'un coup. Là, je me suis dit, il ne faut pas moisir ici. Le moteur de Sweat menace de s'arrêter. Le pilote tente un amérissage au large des îles Florida. À environ 800 mètres du rivage, le moteur m'a lâché. L'hélice s'est arrêtée net. J'ai voulu sortir les volets, mais ça ne fonctionnait plus que d'un côté. Pour une raison ou pour une autre, celui du côté gauche était coincé. Sans doute à cause du trou dans l'aile. Sweat entreprend un amérissage d'urgence. Sous l'effet du choc, sa tête heurte la planche de bord et il se casse le nez. Pire encore, il est pris au piège alors que son avion commence à couler. Je me suis posé sur l'eau. L'appareil s'est enfoncé de 8 à 9 mètres. Ma sangle était prise dans la poignée qui servait à libérer le canot de survie, au-dessus de mon épaule droite. J'ai dû me débattre pour réussir à sortir de ce fichu avion. James Sweat est secouru en mer et il passe 6 jours à l'hôpital. À son retour à Guadalcanal, il apprend qu'il va recevoir la médaille d'honneur. Aujourd'hui encore, l'image du mitrailleur japonais abattu reste présente dans sa mémoire. Le regard de cet homme au moment où je l'ai tué. Toutes les nuits, je le revois encore et encore. 70 chasseurs venus d'Henderson Field viennent au secours de Sweat et de ses équipiers, et la Cactus Air Force finit par repousser l'assaut aérien. Ce sera la dernière offensive nippone dans la région. Les hommes de la Cactus Air Force peuvent être fiers du rôle décisif qu'ils ont joué dans la guerre du Pacifique. Ces hommes qui ont combattu à Guadalcanal et qui ont remporté la victoire dans des conditions difficiles, ce sont eux qui ont démontré à tous les hommes engagés dans le conflit que les États-Unis étaient capables de gagner la Seconde Guerre mondiale. Durant les combats aériens de Guadalcanal, les pilotes de la Cactus Air Force ont effectué plus de 2000 sorties, détruisant 425 avions japonais, soit un ratio de perte de 1 pour 4. L'héritage laissé par ces pilotes est exceptionnel. On analyse encore leurs combats. Les tactiques élaborées dans les engagements à 1 contre 1 sont toujours d'actualité. La bataille de Guadalcanal reste un événement déterminant dans l'histoire de la marine américaine. Menés par des hommes tels que John Smith, Jeff DeBlanc et James Sweat, les pilotes de la Cactus Air Force ont surmonté les pires situations et envoyé au fond de l'océan les meilleurs pilotes des forces aéronavales japonaises. J'ai compris qu'il était temps de m'éjecter. Une fois dans l'eau, DeBlanc nage jusqu'à une île tenue par l'ennemi. Des autochtones le recueillent et le cèdent à une tribu amie en échange d'un sac de riz. La plupart des gens sont incapables de dire combien ils valent précisément. Moi, je sais exactement ce que je vaux. Un sac de 5 kilos de riz. Le sous-lieutenant DeBlanc est une figure exceptionnelle de l'aéronautique navale. Il a survécu, il a pu raconter son histoire et il a reçu une médaille d'honneur bien méritée. Au mois de février 1943, grâce à la Cactus Air Force, l'aviation de guerre nippone se retrouve considérablement affaiblie. Les pertes sont trop lourdes et le Japon renonce à récupérer Guadalcanal.
Officiellement, la campagne de Guadalcanal a duré 6 mois, d'août 1942 à février 1943, date à laquelle Tokyo a décidé de retirer ses troupes. Plus de 11 000 soldats nippons sont évacués en hâte. 20 000 Japonais sont tombés au combat ou sont morts de maladie et de faim. Côté américain, 6 000 soldats ont été tués ou blessés. C'est une victoire essentielle. Guadalcanal devient une base d'appui pour la progression des Alliés dans le Pacifique. Mais le 7 avril 1943, les Japonais font une dernière tentative désespérée. Ils décident d'attaquer les convois américains qui ravitaillent Guadalcanal et les forces alliées. Avec l'appui de 4 porte-avions et de leur base située au nord des îles Salomon, ils lancent une attaque aérienne massive. Leur force de frappe compte plus de 200 appareils. Près de Guadalcanal, 4 Wildcats emmenés par le lieutenant James Sweat effectuent une patrouille de routine au-dessus des convois américains. On patrouillait tranquillement quand soudain Smiley Burnett de la 214e s'est écrié « Ils arrivent par millions ». On a levé les yeux et on s'est dit « Bon sang, ils sont vraiment des millions ». On aurait dit un essaim de moustiques. Et là, on a réalisé qu'on était 4 contre 75 ou 80 bombardiers japonais et environ 150 chasseurs zéro. La formation nippone est ici. Sweat et ses équipiers sont plus bas à une dizaine de kilomètres. L'ennemi n'a pas encore repéré les Wildcats. Sweat monte en direction des bombardiers Val. Inspiré du Stuka allemand, le bombardier Aichi D3A de Val est un élément essentiel de la flotte de porte-avions japonais. Il est armé de 3 mitrailleuses de 7.7. Cet avion de bombardement en piqué est conçu pour plonger depuis une altitude de 15 000 pieds. Il atteint alors plus de 400 km/h, largue ses bombes en rase-motte et regagne sa base. Pressé de remporter sa première victoire, Sweat s'éloigne de ses équipiers et cherche une cible. Trois Val partent en piqué pour bombarder les navires américains. Sweat les suit. Soudain, une de leurs mitrailleuses arrière libère une rafale dans sa direction. En ce 7 avril 1943, le Japon lance un dernier assaut aérien pour venger l'humiliation subie à Guadalcanal. Le lieutenant James Sweat prend en chasse 3 bombardiers Val partis attaquer un convoi de ravitaillement allié. Soudain, un des mitrailleurs ouvre le feu sur lui. Mais une rafale venant du Wildcat enflamme les conduites de carburant du bombardier japonais. C'est la première victoire de Sweat. J'en ai visé un, j'ai tiré, il a pris feu instantanément. Sweat se rapproche du deuxième Val. Il crible de balles l'aile droite du bombardier nippon. Une deuxième rafale déchire le fuselage. C'est sa deuxième victoire en 2 minutes. Presque immédiatement, Sweat est pris sous le feu du troisième bombardier. Les balles de 7.7 fusent autour de lui. Mais une fois de plus, l'Américain atteint le réservoir de l'appareil ennemi. Soudain, une violente explosion ébranle son avion. Un tir anti-aérien des Alliés vient de transpercer son aile gauche.
Sweat parvient à maintenir son appareil. Premièrement, j'avais peur. Deuxièmement, j'étais terrorisé. Et pour finir, j'étais prêt à sauter de ce fichu engin. Vous n'imaginez pas dans quel état j'étais. Sweat reprend de l'altitude, déterminé à rentrer à la base. Mais soudain, une formation de Val apparaît devant lui. Ils ont largué leurs bombes et retournent au bercail. Malgré son aile endommagée, le lieutenant rattrape les bombardiers. Il s'aligne et ouvre le feu. C'est sa 4e victoire. J'étais derrière et légèrement en dessous, hors de portée du mitrailleur. Au moment de tirer, j'ai levé un peu le nez de mon avion et j'ai envoyé une rafale. C'est fou comme il a pris feu rapidement. La discipline inflexible des aviateurs nippons leur impose de rester en formation et de ne pas changer de cap. Je les ai descendus tour à tour. J'étais derrière eux, comme ceci. Et il ne m'a fallu que 2 ou 3 rafales à chaque fois. Ça leur causait des dégâts incroyables. Et ils prenaient feu en un rien de temps. Une 5e cible se retrouve dans le viseur de Sweat. Le mitrailleur parvient à sauter, juste avant que son appareil ne ait dans son viseur. C'est la 3e victoire de la journée pour l'Américain. Bien qu'à court de carburant, DeBlanc décide de rester pour protéger les Dauntless. J'avais pour mission d'escorter les bombardiers. Je ne suis pas un héros. Je sais qu'on doit vivre avec sa conscience. Et si je n'étais pas resté, j'aurais manqué à mon devoir. Soudain, il se rend compte que les autres Oscars ont interrompu leur attaque contre les bombardiers et qu'ils se rapprochent. Les appareils ennemis s'abattent sur DeBlanc et Felton. Rapidement débordés, les 2 pilotes optent instinctivement pour une manœuvre de défense classique appelée Satch Weave. C'est une tactique simple mais efficace conçue pendant la guerre par les commandants Jimmy Satch et James Flatley. Elle consiste à faire voler 2 avions en ciseaux. Lorsque l'ennemi prend en chasse l'un d'entre eux, les pilotes se rejoignent. Le poursuivant devient rapidement la cible du 2e avion. En volant de cette façon, en croisant les trajectoires, on oblige l'adversaire à choisir un des chasseurs. Et une fois qu'il l'a choisi, il devient une cible pour le 2e équipier. Pour DeBlanc et Felton, la tactique fonctionne. Les Oscars n'ont pas d'autre choix que de s'exposer au tir de l'un des Wildcats. Mais Felton vire trop large et se retrouve dans le viseur d'un des Japonais. Une rafale fuse dans sa direction. Touché, il met son appareil hors de portée de l'ennemi et s'éjecte. Privé de son équipier, DeBlanc est pris en chasse par un Oscar. Il tente de distancier l'ennemi, mais celui-ci reste dans ses 6 heures. Jim Seacrest, qui jusqu'à présent était resté avec les bombardiers, vient au secours de son coéquipier. DeBlanc est ici, Seacrest est ici, arrivant face à lui. Il va passer juste au-dessus de DeBlanc afin d'atteindre l'avion ennemi. En passant, il manque d'accrocher la queue du Wildcat, mais l'opération réussit et l'Oscar s'éloigne. Quand DeBlanc lève les yeux, Seacrest et le Japonais ont disparu. Je me suis dit, ça suffit, je rentre. Je ne sais pas pourquoi je reste, je vais finir par me faire tuer. J'ai fait demi-tour et j'ai poussé les gaz. Je m'en fichais d'utiliser le peu de carburant qui me restait. La nuit tombe vite
et DeBlanc est bientôt à court de carburant. Il monte en direction des bombardiers qui rentrent à la base après avoir infligé de sérieux dommages aux Japonais. Mais avant qu'il ait pu les rejoindre, il repère 2 Oscars se rapprochant rapidement derrière lui. Au-dessus des eaux qui bordent Guadalcanal, Jefferson DeBlanc est en mauvaise posture. 2 chasseurs nippons ont surgi au-dessus de lui dans ces 3 heures. Même s'il manque de carburant, DeBlanc sait qu'il doit les défier afin de les éloigner des bombardiers américains. Il entame un virage montant sur la droite et choisit la meilleure tactique pour son Wildcat, l'attaque frontale. Je montais vers eux, tandis qu'ils descendaient doucement. Quand ils m'ont aperçu, ils ont piqué vers moi, et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert le feu. J'ai mis en plein dans le mille, et l'avion a explosé. Les débris de l'appareil en flammes aveuglent DeBlanc. Son moteur s'est disloqué, projetant des morceaux de ferraille tournant dans tous les sens. C'était incroyable. Je n'avais encore jamais vu ça. J'ai traversé un nuage de débris devant moi. Il fusait de partout, cognant l'hélice et les ailes de mon avion. J'étais un peu sonné, mais j'ai gardé le contrôle de l'appareil. Quand DeBlanc retrouve ses esprits, il voit le 2e Oscar descendre en flèche derrière lui. Le pilote me regardait d'un air de dire « Tu es un homme mort, je vais te descendre ». On a piqué tous les 2 en direction de la mer. Je savais qu'avec mon Grumman, il n'y avait qu'une issue possible. Je ne pouvais pas voler en ligne droite, sinon il m'aurait débordé. Si j'étais remonté, il m'aurait attaqué de côté. Si on cabre trop un appareil, on décroche et on se fait descendre. Donc, la seule solution qui me restait, c'était la feinte. DeBlanc exécute un dérapage aérien. Il freine brusquement pour obliger l'ennemi à le déborder. Quand j'ai dérapé, il arrivait trop vite. J'ai redressé et on s'est retrouvé aile contre aile. Le pilote japonais tente d'imiter DeBlanc afin de rester derrière lui. Il s'est mis à chasser pour ralentir, mais ça n'a pas marché. On s'est regardé. Aujourd'hui encore, je me souviens de son visage. Vous me prenez sans doute pour un fou, mais tant qu'on n'a pas vécu ce que j'ai vécu, on ne peut pas comprendre. L'Oscar passe devant son viseur. Une simple rafale suffit à l'abattre. Pour DeBlanc, c'est la 5e victoire de la journée. Il est devenu un as en une après-midi. Mais il n'a pas le temps de se réjouir. Il jette un œil aux instruments de bord et regarde sa montre. Au moment où j'ai levé le poignet, une balle de 7,7 est venue frapper le bracelet de ma montre qui s'est décroché. Là, j'ai eu peur. DeBlanc est dans la ligne de tir d'un Japonais. Le moteur, l'hélice et le cockpit sont touchés. Il ne doit son salut qu'au blindage de son Wildcat. Les balles frôlaient le moteur et atteignaient l'hélice, ce qui ne l'arrangeait pas, bien sûr. Finalement, le moteur a été touché et il s'est enflammé. « 30 août 1942. Une formation de F-4F Wildcat et de P-400 Cobra américains patrouille au-dessus de Guadalcanal.
Leur mission, stopper les bombardiers et les chasseurs japonais qui menacent la tête de pont américaine. Le chef d'escadrille est le capitaine John Smith. Les P-400, qui ne sont pas équipés de masques à oxygène, volent en palier à 12 000 pieds. Mais Smith et ses Wildcats, plus rapides et moins vulnérables, prennent de l'altitude. John Smith scrute le ciel. Aucun appareil ennemi n'est encore en vue. Soudain, il reçoit un appel radio. Un des P-400 prévient le capitaine que des chasseurs ennemis sont à l'approche. Ce sont des zéros japonais. Plus d'une vingtaine de zéros font irruption derrière les Airacobra. Les P-400 sont ici. Les zéros ici. Ils attaquent les P-400 par derrière. John Smith et les Wildcats sont ici, 3000 pieds au-dessus, hors du champ de vision des Japonais. Ils n'utilisaient pas vraiment les P-400 comme des appâts, mais ils savaient que ces appareils seraient pris en chasse par l'ennemi et qu'il pourrait alors en profiter pour abattre les zéros. Les Américains descendent en piqué pour secourir les P-400. Le capitaine Smith rattrape un avion ennemi et ajuste son tir. Ils avaient découvert que sur les zéros, il fallait viser juste sous la verrière, à l'emplanture de l'aile. C'est là que se trouvait le réservoir de carburant. S'ils réussissaient à atteindre cette cible, l'appareil prenait feu. Il arrivait même qu'il perde son aile. Profitant d'un virage à gauche du zéro, Smith ouvre le feu. C'est sa 6e victoire au combat, mais il n'a guère le temps de la savourer. Le ciel reste infesté de zéros, et Smith et ses hommes s'apprêtent à vivre 6 mois de combats aériens légendaires. Dès 1942, ils vont lutter pour défendre une base stratégique. Guadalcanal, un bout de terre au milieu du Pacifique. 3 mois plus tôt, au cours d'un vol de reconnaissance, les Alliés ont découvert que les Japonais construisaient un aérodrome sur Guadalcanal, une île de 150 km de long au sud de l'archipel des îles Salomon. S'ils s'emparent de Guadalcanal, les Japonais pourront couper la voie de ravitaillement entre les États-Unis et le Pacifique Sud. Il leur serait alors possible d'envahir l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les Alliés doivent réagir. Pour les deux camps, le contrôle de ce terrain d'aviation conditionnait en grande partie les chances de victoire dans toute la zone. 7 août 1942. Les États-Unis lancent leur première offensive amphibie de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 11 000 marines débarquent à Guadalcanal. Les troupes progressent rapidement. Le lendemain, les Américains s'emparent de l'aérodrome et le rebaptisent Henderson Field. Les Japonais reviennent à Guadalcanal avec des milliers d'hommes en renfort et ils attaquent sans relâche les positions américaines afin de reprendre le contrôle de l'île. Les marines repoussent les offensives tout en essayant de terminer au plus vite le terrain d'aviation. Le matériel ennemi est réquisitionné afin de rendre la piste praticable. On répare les dégâts causés par les bombardements et on pose à la hâte des plaques d'acier perforées. En 2 semaines, les travaux sont achevés. 19 chasseurs F-4F Wildcat et 12 bombardiers SBD Dauntless atterrissent sur la piste. Si les Américains ont pu garder le contrôle de l'île, c'est parce qu'ils ont fait venir des avions à Henderson Field afin d'assurer la protection des navires qui ravitaillaient les soldats basés à Guadalcanal. Pour les Alliés, le nom de code de Guadalcanal est Cactus. Les forces aériennes d'Henderson Field deviennent donc la Cactus Air Force. Au départ, elle ne compte que 43 pilotes et du personnel au sol. Très vite, ces hommes se rendent compte que l'ennemi n'est pas le seul à leur mener la vie dure. Cette fichue île était envahie par les mouches. On pataugeait dans la boue et dans le sang. Même marcher le long des plages était dangereux car il restait beaucoup de munitions qui n'avaient pas explosé.
Les campements sont installés dans la boue. Un trou creusé dans le sol fait office de latrine. Et en guise de baignoire, les hommes n'ont que la rivière Lunga infestée de crocodiles et de sangsues. Les pilotes de la Cactus Air Force sont peu nombreux et manquent de ravitaillement. Leurs Wildcat sont moins maniables que les Zéro japonais. Ils ont pourtant un atout majeur. Ils sont emmenés par John Smith, un jeune chef d'escadrille de 27 ans. C'est un combattant acharné et un tacticien hors pair. Il avait une devise qu'il répétait à qui voulait l'entendre. Il faut repérer la faiblesse de l'ennemi et y opposer sa force. C'était vrai à l'époque et ça l'est encore aujourd'hui. 30 août 1942. Le capitaine John Smith et ses hommes sont chargés de protéger Guadalcanal contre une attaque de bombardiers et de chasseurs. En 8 jours, Smith a déjà remporté 5 combats, ce qui fait de lui un as. Et il vient d'ajouter une nouvelle victoire à son tableau de chasse. Soudain, il aperçoit un autre avion ennemi qui émerge des nuages. Le Zéro est ici, John Smith est ici au-dessus. Il compte utiliser la vitesse en piqué de son appareil pour se placer derrière le japonais. Il fait un demi-tonneau et plonge, ce qui crée une force d'accélération positive. Si on met l'avion sur le dos et qu'on tire sur le manche, on crée une force G positive qui nous plaque contre le siège. On peut ainsi augmenter les G et faire descendre l'appareil en piqué plus rapidement. La manœuvre fonctionne. Smith redresse son appareil. Il se stabilise derrière l'avion ennemi. Et ouvre le feu. En 4 secondes, les 6 mitrailleuses de calibre 50 libèrent une rafale de 200 munitions. Et naval. Ils sont venus en août, en septembre, en octobre, en novembre, et à chaque fois, les attaques étaient plus violentes et plus désespérées. Ils voulaient infliger aux États-Unis une défaite décisive. Les assauts terrestres des Japonais ne parviennent pas à stopper la Cactus Air Force. En revanche, les combats aériens incessants et les maladies endémiques font des ravages parmi les pilotes. Il fallait entretenir sans cesse l'aérodrome pour qu'il soit praticable et repousser constamment des attaques. Il y avait des épidémies de paludisme et le climat de la jungle était dévastateur pour les avions et le matériel. Les vieux briscards tels que John Smith sont remplacés. Mais avant de quitter Guadalcanal, ce dernier reçoit la médaille d'honneur pour avoir abattu 19 avions ennemis. Bien souvent, les nouveaux membres de la Cactus Air Force sont des novices. C'est le cas du sous-lieutenant Jefferson DeBlanc. Ce Cajun de 21 ans, originaire de Lockport en Louisiane, se lance dans les combats peu après son premier vol à bord d'un Wildcat. J'avais volé moins de 10 heures dans l'appareil qui allait me servir à combattre les Japonais. 31 janvier 1943. 6 mois après le début de la bataille de Guadalcanal, Jeff DeBlanc va avoir droit à une formation accélérée. Il va se retrouver plongé au cœur d'un des plus célèbres combats aériens de la campagne. DeBlanc dirige une escadrille de 8 chasseurs Wildcat escortant 12 bombardiers Dauntless. Le Douglas SBD Dauntless est le principal bombardier embarqué de la Navy. Le plan consiste à attaquer les navires de ravitaillement nippons qui se dirigent vers Guadalcanal. L'escadrille espère intercepter le convoi à plus de 400 km d'Henderson Field. Ils voulaient que l'attaque ait lieu le plus loin possible de l'île. Comme ça, si la mission échouait, ça leur laissait la possibilité de revenir à la base, de se ravitailler en carburant et en munitions, de repartir et de tenter une nouvelle offensive. Le climat humide et les rafistolages improvisés ont fragilisé certains Wildcats. 2 pilotes avertissent DeBlanc par radio qu'ils ont des problèmes et qu'ils rentrent à la base. Mais celui-ci proteste.
J'ai répondu, écoutez, on a besoin des mitrailleuses au complet pour pouvoir protéger les bombardiers. Sinon, nos gars vont subir de lourdes pertes. Malgré une fuite dans son réservoir, DeBlanc est déterminé à poursuivre sa mission de protection. Mais il sait qu'il n'aura pas de quoi rentrer à la base. Je leur ai dit, vous allez faire quelque chose pour moi. Comme je ne pourrai pas revenir, dites à quelqu'un de me guetter. Je serai quelque part en mer, sur un radeau pneumatique. Les requins seront là aussi, alors ne m'oubliez pas. Voilà ce que j'ai dit. À l'approche de la zone, les bombardiers américains descendent à basse altitude à la recherche de leur cible. Soudain, 2 hydravions japonais Pitt surgissent et plongent en direction des bombardiers, plus lents et plus vulnérables. Les voyant fondre sur les Dauntless, DeBlanc amorce un virage à gauche. Suivi par le sergent Jim Felliton, il plonge pour contrer l'attaque. DeBlanc pousse les gaz pour rattraper les hydravions ennemis. Soudain, un des mitrailleurs japonais ouvre le feu et une rafale de balles traçantes jaillit dans sa direction. En ce 31 janvier 1943, 6 mois après le début de la campagne de Guadalcanal, le sous-lieutenant Jefferson DeBlanc protège les bombardiers partis en mission contre un convoi de ravitaillement nippon. À présent, il descend en piqué pour secourir les bombardiers menacés par 2 Pitt japonais. Soudain, un des mitrailleurs ennemis ouvre le feu. Dans un hydravion, le mitrailleur est toujours un très bon tireur. Quand on affronte ce genre d'appareil, il ne faut pas essayer de se stabiliser à son niveau pour tirer, car le mitrailleur vous descendra avant. Bien que ce soit un biplan, le Mitsubishi F1M Pitt se révèle redoutable en combat. Son rayon de virage est excellent et il est armé de 2 mitrailleuses de capot et d'une 3e de 7.7 à l'arrière. Les balles traçantes frôlent la verrière de DeBlanc. Il oscille de gauche à droite afin d'éviter les tirs du mitrailleur japonais. Il actionne le palonnier et les ailerons pour se balancer d'un côté puis de l'autre, afin de ne pas rester dans le viseur de l'ennemi. DeBlanc se place derrière le Pitt et ouvre le feu. Une rafale de son calibre 50 vient à bout du premier hydravion. Poussant les 1200 chevaux de son moteur, DeBlanc rejoint rapidement le second Pitt. Ces balles traçantes transpercent le réservoir. Je l'ai atteint en plein milieu et l'appareil a pris feu. Il a explosé. DeBlanc reprend de l'altitude pour rejoindre le reste de l'escorte. Il aperçoit un essaim de chasseurs devant lui. Ce sont des Oscars japonais. Le Nakajima Kei-43 Oscar est un chasseur de l'armée de l'air nippone. Aussi rapide que le Wildcat, il est beaucoup plus maniable. Mais le chasseur américain est plus résistant et mieux armé. 6 mitrailleuses contre 2 seulement pour l'Oscar. Lancés à pleine vitesse, les Oscars se préparent à attaquer les bombardiers. Concentrés sur leur cible, ils ne repèrent pas DeBlanc. Dans un combat, on focalise son attention sur la cible. On perd sa vision périphérique et on est moins vigilant sur ce qui se passe autour. DeBlanc est ici. Les Oscars sont ici, fonçant au-dessus de lui. L'Américain vire sous la formation ennemie. Il pousse son moteur à fond, se stabilise et tire sur l'avion de tête. Touché, l'Oscar prend feu mais parvient à s'échapper. L'ailier de la formation monte en spirale pour comprendre la situation.
De Blanc le prend en chasse. L'Oscar, les balles incendiaires remplies de phosphore blanc enflamment le réservoir du Japonais. C'est la deuxième victime de Smith. Mais bientôt, le prédateur va devenir une proie. Un Zéro arrive droit devant lui. Survolant la jungle de Guadalcanal, les deux avions se rapprochent l'un de l'autre à plus de 1000 km/h. Lorsque deux adversaires s'élancent l'un vers l'autre, aucun d'eux ne veut dévier, car le premier qui cède devient vulnérable. Pour pouvoir viser et tirer sur l'ennemi, le face-à-face est obligatoire. Le Zéro ouvre le feu avec son canon de 20 mm. Smith riposte avec ses mitrailleuses de calibre 50. L'issue est incertaine jusqu'au dernier moment. Qui va tirer le premier? Qui va se faire descendre? Les deux appareils sont touchés, mais celui de Smith a un blindage plus épais et il résiste mieux au tir. La puissance de feu dévastatrice des avions de la Navy a eu raison de l'appareil ennemi qui a finalement explosé. Tout de suite après, Smith a piqué et il s'est enfui en passant sous les débris. Le Zéro a commis une erreur fatale. Il a accepté le face-à-face avec plus fort que lui. Construit par Grumman, le premier Wildcat est mis en service en 1937. C'est un avion robuste équipé d'un cockpit renforcé et d'un réservoir auto-obturant. Celui-ci est enduit d'une couche de caoutchouc qui se dilate et obture les éventuelles perforations. Le Wildcat doit affronter le plus célèbre des chasseurs japonais, le redoutable A6M30. Cet appareil léger vire et grimpe plus rapidement que le Wildcat, avantage qui se révèle décisif dans les combats. Mais la fragilité de sa structure et l'absence de réservoir auto-obturant le condamnent face à l'appareil américain. Dans un combat en face-à-face, la différence entre un Wildcat et un Zéro est la même que celle entre une hache et une épée. Les deux sont efficaces, mais elles n'ont pas vraiment le même usage. Le Zéro est plus rapide et plus maniable, et il grimpe plus rapidement que le Wildcat, qui lui est plus solide, mieux armé et pique plus vite. Généralement, les pilotes de Wildcat évitaient d'affronter les Zéros en combat tournoyant. Avec ses 6 mitrailleuses de calibre 50, sa structure épaisse et son blindage autour du capot moteur, le Wildcat convenait mieux aux attaques frontales. Il permettait de foncer sur le Zéro. La bataille aérienne du 30 août voit la victoire retentissante de Smith et de ses hommes. Ils abattent 14 des 22 appareils ennemis. Les bombardiers nippons que les Zéros escortaient se replient avant d'avoir atteint Guadalcanal. Pensant le combat terminé, Smith met le cap sur Henderson Field. Mais deux autres Zéros arrivent droit devant lui. 30 août 1942. La bataille de Guadalcanal dure depuis 3 semaines. L'aviation nippone a lancé une offensive. John Smith vient d'abattre 3 appareils ennemis. Le capitaine Smith rentre à la base, pensant que sa mission est terminée. Et soudain, il aperçoit 2 Zéros qui viennent de mitrailler Henderson Field en rase-motte. Alors sans hésiter, il fait demi-tour et prend en chasse les 2 avions ennemis. Une fois de plus, il est seul contre 2. Mais il est en altitude et l'ennemi ne l'a pas encore repéré. Les Zéros sont ici et Smith est ici, 800 pieds au-dessus. Il espère qu'un virage en piqué lui permettra de se placer derrière les Japonais avant qu'il n'ait le temps de réagir. Smith effectue un demi-tonneau et plonge vers l'ennemi.
Il se stabilise derrière un des deux appareils, un peu en dessous, et se retrouve en position parfaite pour tirer. Le Zéro change brusquement de cap et vire à gauche. Mais Smith a anticipé la manœuvre. Il reste dans son sillage et ouvre le feu. Le pilote japonais ralentit et vire à droite, espérant obliger son assaillant à le dépasser. Smith réduit les gaz et reste derrière. Le Zéro se retrouve dans le viseur du pilote américain. Smith ouvre le feu et abat son 4e avion de la journée. Cette victoire du capitaine Smith est une source d'inspiration pour ses hommes. Il montrait toujours l'exemple. Il était le premier à prendre en chasse une formation ennemie. Et ses hommes le suivaient jusqu'aux portes de l'enfer, car ils savaient que Smith était prêt à risquer sa vie à chaque fois. Dans cette guerre qui s'éternise, Smith et la Cactus Air Force viennent de porter un sérieux coup à l'ennemi. Les pilotes américains ne peuvent voler que de jour. En effet, ils ne disposent pas des radars nécessaires au combat de nuit. La marine japonaise, elle, pratique ce genre de combat depuis les années 30 grâce à des instruments optiques et des télémètres. Les équipages sont entraînés à travailler dans l'obscurité. Durant la campagne de Guadalcanal, le contrôle des eaux du Pacifique passait d'un camp à l'autre toutes les 12 heures. Les Américains régnaient le jour grâce aux forces aériennes d'Anderson Field. Mais dès que le soleil se couchait, les Japonais reprenaient l'avantage. Dès la nuit tombée, la marine japonaise prend le contrôle de la rainure, un détroit reliant Guadalcanal à Rabaul, la base aéronavale ennemie. Les navires de ravitaillement nippons l'empruntent avec une telle régularité que les marines surnomment les convois le Tokyo Express. Depuis septembre, un mois après le début de la campagne, les Japonais ont débarqué plus de 20 000 hommes sur Guadalcanal. Et ils déploient leurs troupes contre les 23 000 soldats américains basés là-bas. Lentement, les forces alliées progressent sur l'île montagneuse. Mais les Japonais lancent des contre-attaques de grande envergure, soutenus par des bombardements aériens. Pensant le combat terminé, Smith met le cap sur Henderson Field. Mais deux autres Zéros arrivent droit devant lui. 30 août 1942. La bataille de Guadalcanal dure depuis 3 semaines. L'aviation nippone a lancé une offensive. John Smith vient d'abattre 3 appareils ennemis. Le capitaine Smith rentre à la base, pensant que sa mission est terminée. Et soudain, il aperçoit 2 Zéros qui viennent de mitrailler Henderson Field en Razmot. Alors sans hésiter, il fait demi-tour et prend en chasse les 2 avions ennemis. Une fois de plus, il est seul contre 2. Mais il est en altitude et l'ennemi ne l'a pas encore repéré. Les Zéros sont ici et Smith est ici, 800 pieds au-dessus. Il espère qu'un virage en piqué lui permettra de se placer derrière les Japonais avant qu'ils n'aient le temps de réagir. Smith effectue un demi-tonneau et plonge vers l'ennemi. Il se stabilise derrière un des 2 appareils, un peu en dessous, et se retrouve en position parfaite pour tirer. Le Zéro change brusquement de cap et vire à gauche. Mais Smith a anticipé la manœuvre. Il reste dans son sillage et ouvre le feu. Le pilote japonais ralentit et vire à droite, espérant obliger son assaillant à le dépasser. Smith réduit les gaz et reste derrière. Le Zéro se retrouve dans le viseur du pilote américain.
Smith ouvre le feu et abat son 4e avion de la journée. Cette victoire du capitaine Smith est une source d'inspiration pour ses hommes. Il montrait toujours l'exemple. Il était le premier à prendre en chasse une formation ennemie. Et ses hommes le suivaient jusqu'aux portes de l'enfer, car ils savaient que Smith était prêt à risquer sa vie à chaque fois. Dans cette guerre qui s'éternise, Smith et la Cactus Air Force viennent de porter un sérieux coup à l'ennemi. Le Zéro ouvre le feu avec son canon de 20 mm. Smith riposte avec ses mitrailleuses de calibre 50. L'issue est incertaine jusqu'au dernier moment. Qui va tirer le premier? Qui va se faire descendre? Les deux appareils sont touchés, mais celui de Smith a un blindage plus épais et il résiste mieux au tir. La puissance de feu dévastatrice des avions de la Navy a eu raison de l'appareil ennemi qui a finalement explosé. Tout de suite après, Smith a piqué et il s'est enfui en passant sous les débris. Le Zéro a commis une erreur fatale. Il a accepté le face-à-face avec plus fort que lui. Construit par Grumman, le premier Wildcat est mis en service en 1937. C'est un avion robuste équipé d'un cockpit renforcé et d'un réservoir auto-obturant. Celui-ci est enduit d'une couche de caoutchouc qui se dilate et obture les éventuelles perforations. Le Wildcat doit affronter le plus célèbre des chasseurs japonais, le redoutable A6M30. Cet appareil léger vire et grimpe plus rapidement que le Wildcat, avantage qui se révèle décisif dans les combats. Mais la fragilité de sa structure et l'absence de réservoir auto-obturant le condamnent face à l'appareil américain. Dans un combat en face-à-face, la différence entre un Wildcat et un Zéro est la même que celle entre une hache et une épée. Les deux sont efficaces, mais elles n'ont pas vraiment le même usage. Le Zéro est plus rapide et plus maniable, et il grimpe plus rapidement que le Wildcat, qui lui est plus solide, mieux armé et pique plus vite. Généralement, les pilotes de Wildcat évitaient d'affronter les Zéros en combat tournoyant. Avec ses 6 mitrailleuses de calibre 50, sa structure épaisse et son blindage autour du capot moteur, le Wildcat convenait mieux aux attaques frontales. Il permettait de foncer sur le Zéro. La bataille aérienne du 30 août voit la victoire retentissante de Smith et de ses hommes. Ils abattent 14 des 22 appareils ennemis. Les bombardiers nippons que les Zéros escortaient se replient avant d'avoir atteint Guadalcanal. Les pilotes de la Cactus Air Force sont peu nombreux et manquent de ravitaillement. Leurs Wildcats sont moins maniables que les Zéros japonais. Ils ont pourtant un atout majeur. Ils sont emmenés par John Smith, un jeune chef d'escadrille de 27 ans. C'est un combattant acharné et un tacticien hors pair. Il avait une devise qu'il répétait à qui voulait l'entendre. Il faut repérer la faiblesse de l'ennemi et y opposer sa force. C'était vrai à l'époque et ça l'est encore aujourd'hui. 30 août 1942. Le capitaine John Smith et ses hommes sont chargés de protéger Guadalcanal contre une attaque de bombardiers et de chasseurs. En 8 jours, Smith a déjà remporté 5 combats, ce qui fait de lui un as. Et il vient d'ajouter une nouvelle victoire à son tableau de chasse. Soudain, il aperçoit un autre avion ennemi qui émerge des nuages. Le Zéro est ici. John Smith est ici, au-dessus. Il compte utiliser la vitesse en piqué de son appareil pour se placer derrière le japonais. Il fait un demi-tonneau et plonge, ce qui crée une force d'accélération positive.
Si on met l'avion sur le dos et qu'on tire sur le manche, on crée une force G positive qui nous plaque contre le siège. On peut ainsi augmenter les G et faire descendre l'appareil en piqué plus rapidement. La manœuvre fonctionne. Smith redresse son appareil. Il se stabilise derrière l'avion ennemi et ouvre le feu. En 4 secondes, les 6 mitrailleuses de calibre 50 libèrent une rafale de 200 munitions. Les balles incendiaires remplies de phosphore blanc enflamment le réservoir du Japonais. C'est la deuxième victime de Smith. Mais bientôt, le prédateur va devenir une proie. Un Zéro arrive droit devant lui. Survolant la jungle de Guadalcanal, les deux avions se rapprochent l'un de l'autre à plus de 1000 km/h. Lorsque deux adversaires s'élancent l'un vers l'autre, aucun d'eux ne veut dévier, car le premier qui cède devient vulnérable. Pour pouvoir viser et tirer sur l'ennemi, le face-à-face est obligatoire. Vol de reconnaissance, les Alliés ont découvert que les Japonais construisaient un aérodrome sur Guadalcanal, une île de 150 km de long au sud de l'archipel des îles Salomon. S'ils s'emparent de Guadalcanal, les Japonais pourront couper la voie de ravitaillement entre les États-Unis et le Pacifique Sud. Il leur serait alors possible d'envahir l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les Alliés doivent réagir. Pour les deux camps, le contrôle de ce terrain d'aviation conditionnait en grande partie les chances de victoire dans toute la zone. 7 août 1942. Les États-Unis lancent leur première offensive amphibie de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 11 000 marines débarquent à Guadalcanal. Les troupes progressent rapidement. Le lendemain, les Américains s'emparent de l'aérodrome et le rebaptisent Henderson Field. Les Japonais reviennent à Guadalcanal avec des milliers d'hommes en renfort et ils attaquent sans relâche les positions américaines afin de reprendre le contrôle de l'île. Les marines repoussent les offensives tout en essayant de terminer au plus vite le terrain d'aviation. Le matériel ennemi est réquisitionné afin de rendre la piste praticable. On répare les dégâts causés par les bombardements et on pose à la hâte des plaques d'acier perforées. En 2 semaines, les travaux sont achevés. 19 chasseurs F-4F Wildcat et 12 bombardiers SBD Dauntless atterrissent sur la piste. Si les Américains ont pu garder le contrôle de l'île, c'est parce qu'ils ont fait venir des avions à Henderson Field afin d'assurer la protection des navires qui ravitaillaient les soldats basés à Guadalcanal. Pour les Alliés, le nom de code de Guadalcanal est Cactus. Les forces aériennes d'Henderson Field deviennent donc la Cactus Air Force. Au départ, elles ne comptent que 43 pilotes et du personnel au sol. Très vite, ces hommes se rendent compte que l'ennemi n'est pas le seul à leur mener la vie dure. Cette fichue île était envahie par les mouches. On pataugeait dans la boue et dans le sang. Même marcher le long des plages était dangereux car il restait beaucoup de munitions qui n'avaient pas explosé. Les campements sont installés dans la boue. Un trou creusé dans le sol fait office de latrine. Et en guise de baignoire, les hommes n'ont que la rivière Lunga infestée de crocodiles et de sangsues. « 30 août 1942. Une formation de F-4F Wildcat et de P-400 Era Cobra américains patrouille au-dessus de Guadalcanal. Leur mission, stopper les bombardiers et les chasseurs japonais qui menacent la tête de pont américaine. Le chef d'escadrille est le capitaine John Smith. Les P-400, qui ne sont pas équipés de masques à oxygène, volent en palier à 12 000 pieds. Mais Smith et ses Wildcats, plus rapides et moins vulnérables, prennent de l'altitude.
John Smith scrute le ciel. Aucun appareil ennemi n'est encore en vue. Soudain, il reçoit un appel radio. Un des P-400 prévient le capitaine que des chasseurs ennemis sont à l'approche. Ce sont des zéros japonais. Plus d'une vingtaine de zéros font irruption derrière les Airacobra. Les P-400 sont ici. Les zéros ici. Ils attaquent les P-400 par derrière. John Smith et les Wildcats sont ici, 3000 pieds au-dessus, hors du champ de vision des Japonais. Ils n'utilisaient pas vraiment les P-400 comme des appâts, mais ils savaient que ces appareils seraient pris en chasse par l'ennemi et qu'il pourrait alors en profiter pour abattre les zéros. Les Américains descendent en piqué pour secourir les P-400. Le capitaine Smith rattrape un avion ennemi et ajuste son tir. Ils avaient découvert que sur les zéros, il fallait viser juste sous la verrière, à l'emplanture de l'aile. C'est là que se trouvait le réservoir de carburant. S'ils réussissaient à atteindre cette cible, l'appareil prenait feu. Il arrivait même qu'il perde son aile. Profitant d'un virage à gauche du zéro, Smith ouvre le feu. C'est sa 6e victoire au combat, mais il n'a guère le temps de la savourer. Le ciel reste infesté de zéros, et Smith et ses hommes s'apprêtent à vivre 6 mois de combats aériens légendaires. Dès 1942, ils vont lutter pour défendre une base stratégique. Guadalcanal, un bout de terre au milieu du Pacifique. 3 mois plus tôt, au cours d'un vol